Cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshield. Ça y est, enfin je suis un vrai youtubeur professionnel. J'ai enfin ma vidéo sponsorisée par Rhinoshield. Rhinoshield, normalement, vous connaissez déjà, hein. Ce sont avant tout des coques de protection pour téléphone, mais pas seulement. Des coques certifiées MIL STD 810G. Alors, comment vous dire? La norme 1000 standard 810G, c'est une spécification militaire qui garantit qu'un produit peut être utilisé en zone de combat. Vous voyez le genre? Alors attention, hein, ça veut pas non plus dire que les coques de téléphone, elles arrêtent les balles. Hein. Non, bien sûr que non, mais ça signifie qu'elles supportent les mauvais traitements et en particulier les chutes répétées. Voilà, et pour ce qui nous concerne, ça signifie qu'elles sont solides. Alors il y a les coques Solidex, hein, qui sont le grand classique Rhinoshield avec maintenant les coins renforcés. Les coques RX à coussin d'air qui protègent non seulement des dégâts externes, mais également des dégâts internes de votre téléphone, ceux qui sont du genre à flinguer votre téléphone sans que vous sachiez trop pourquoi. Et alors bien sûr, pour une protection optimale, vous avez les protections d'écran, d'objectifs photo. Mais bien évidemment, tout ceci ne nous dispense pas de disposer d'une coque à un style qui nous convient. Vous avez évidemment le choix parmi une large sélection de grandes licences telles que NASA, Star Wars, One Piece, Marvel, DC, etc. Moi, par exemple, je suis parti sur une coque Solidex Harry Potter Lumos. Parce que c'est marrant quand on allume la torche. Lumos. Vous l'avez? Vous savez, moi je suis une créature simple, hein. Je veux dire, c'est allumer la torche en disant Lumos, et en plus il y a marqué Lumos, bah moi ça me fait ma journée en fait. Et j'ai pu également tester une coque Modenex dans l'univers de Batman et du Joker. Et alors je sais pas trop comment vous faire passer ce truc-là à l'image, parce qu'on s'en rend pas compte nécessairement, mais avoir cette coque-là, ça ne change strictement rien à votre prise en main du téléphone, hein. C'est le même téléphone, mais dans le même temps, vous sentez qu'il est en sécurité. Ah, et bien sûr, ça va sans dire, vous pouvez personnaliser les coques avec vos propres photos ou vos propres designs. Voilà, il y aurait sans doute plein d'autres choses à dire, et si j'en ai l'occasion à l'avenir, peut-être que je le ferai, mais comme j'ai pas envie que la sponsor dure 2 heures, venons-en à l'essentiel. Si vous suivez le lien dans la description ou que vous scannez le QR code qui est affiché à l'écran, avec le code promo YPENSER, bénéficiez de 15% de remise sur votre panier. 15%. Merci à Rhinoshield de m'avoir fait confiance et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Salut les gens, je vous ai fait il y a pas longtemps, ça fait quand même 9 ans, une série de vidéos sur les unités du système international. Et il se trouve que j'en ai oublié une. Enfin, une presque unité du système international, utilisée dans la physique de l'atome. Étudié par Niels Bohr et Max Planck, par exemple. Et qui est cité dans le Bureau international des poids et mesures jusqu'en 2006. Voilà, donc aujourd'hui on parle des bovis. En 1814, en Suède, le pasteur luthérien Johann Engström, enfin surtout sa femme, hein, Anna Katrina, donne naissance à son premier fils, Anders Engström. Et à 2 autres gamins par la suite, mais... Oui, voilà, les 2 autres gamins, ils ont sans doute fait plein de trucs super, mais pour cette vidéo, oui, on s'en fout. La légende raconte qu'un jour, il y en a un, il a fait des crêpes, et il a même pas foiré la première. La famille, globalement, est pauvre, mais elle arrive tout de même à envoyer sa progéniture faire des études. Anders choisit les mathématiques et la physique, et puis une fois diplômé, bah, il devient chargé de cours de physique à l'université d'Uppsala. Il s'intéresse au magnétisme terrestre, mais c'est surtout dans le domaine de la spectroscopie qu'il sera véritablement brillant. Alors là, c'est marrant parce que la spectroscopie, c'est l'étude de la lumière. Et t'as dit qu'il était brillant. Et il s'est illustré dans le domaine après avoir corrigé la théorie d'Euler sur l'origine de la couleur des corps. Alors, juste vite fait, Euler, c'est un mathématicien suisse qui a bossé dans à peu près tous les domaines des maths. Et quand je dis qu'il a bossé, je dis pas qu'il a étudié le truc un peu vite fait comme ça. Le gars est tout simplement un pilier des mathématiques, que ce soit en géométrie, en trigonométrie, en algèbre, même en optique. Donc, comme je le disais, Engström oriente ses travaux sur l'origine de la couleur des corps en se basant sur les travaux d'Euler. Il pose les bases de l'analyse spectrale de la lumière visible en partant du principe que un corps chauffé pour devenir lumineux doit émettre les mêmes raies que celles qu'il absorbe à température ordinaire. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, on va prendre un exemple. On va partir de le sodium, voilà. À froid, quand on lui fout la paix au sodium, il absorbe globalement une lumière un peu jaune. Spécifiquement la couleur de longueur d'onde 589 nanomètres. À peu près ça. En vrai c'est très précis, mais je sais pas sur quel écran vous regardez ça, s'il est calibré ou pas, mais voilà. À peu près ça. Ce qui signifie que le sodium va renvoyer toutes les couleurs qui ne sont pas cette couleur-là, à froid. Et ben si vous chauffez le sodium, il va se passer précisément l'inverse. Le sodium va émettre une couleur
exclusivement de longueur d'onde 589 nanomètres. Ça, encore une fois, à peu près. Et cette couleur, figurez-vous que vous la reconnaissez normalement parce que c'est la couleur des lampadaires publics. Enfin, ceux qui n'ont pas été remplacés par les LED. Ceux qui ont une vieille teinte orangée dégueulasse, là. Voilà. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur le fait qu'un corps, quand on le chauffe, il émet de la lumière, on en a déjà parlé dans la vidéo sur Kelvin. Le lien est dans la description, évidemment. Ångström va donc étudier la composition de la lumière, et plus précisément la lumière émise par un arc électrique dans de l'air ou dans divers gaz purs. Et figurez-vous qu'il y a une bonne raison pour laquelle il décide de faire comme ça. Ah, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Ah, c'est-à-dire que s'il avait étudié le truc en faisant chauffer des métaux, bah ça voulait dire faire chauffer des métaux de plusieurs centaines de degrés, contrôler la température. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique en fait. Alors que là, bah en gros, il lui faut 2 électrodes, un courant électrique, et puis c'est bon, il n'y a plus qu'à commencer quoi. Bon, en vrai, il lui faut quand même aussi quelques bricoles à côté. Genre quoi? Bah basiquement déjà pour réfracter la lumière, il faut un prisme. Et à ce stade, voilà, ouais, c'est joli, ça fait un arc-en-ciel dans le salon, mais niveau précision, y a rien. Anders Ångström va donc utiliser un spectromètre réseau qui fonctionne de la façon suivante. La lumière passe au travers d'une fente la plus étroite possible. Non, puis dans un collimateur qui permet d'obtenir un faisceau régulier. C'est-à-dire qu'on veut pas que le faisceau s'élargisse ou au contraire se concentre. On veut qu'il reste bien droit, bien régulier. Ce faisceau est dirigé vers un réseau de diffraction, en l'occurrence c'est une plaque constituée d'une série de fentes. Si on veut être précis, là on parle de 132 fentes par millimètre. Le gars il bosse pas à la truelle, hein. C'est la répétition de cette structure optique qui crée l'effet de diffraction, qui va dévier les ondes lumineuses. Et il reste plus alors à Ångström qu'à mesurer l'angle de la lumière par rapport à la source. Voilà. Par exemple, tel matériau va dévier une lumière 5 degrés, une lumière rouge. Ce genre de truc. Il applique ensuite la formule d sin θ égale m lambda pour calculer la longueur d'onde. Par exemple, là, dans notre exemple de 5 degrés, bah, ça fait une longueur d'onde de 661 nanomètres. Et dans ces conditions de mesure, la raie du sodium dont on a parlé, bah, a une déviation de 4,5 degrés. Ce qui correspond à une longueur d'onde de 589 nanomètres. Genre ça. Avec la même méthode, il va répertorier les longueurs d'onde de 13 composés gazeux et métaux, et il découvre ainsi que même le métal des électrodes se retrouve dans la lumière émise. Et même si les électrodes sont constituées d'un alliage, eh ben, il va retrouver chaque composant de cet alliage dans le spectre observé. Donc, simplement en étudiant la lumière émise par un objet, il peut dire avec précision de quels éléments chimiques est constitué cet objet, en décomposant les longueurs d'onde. Ouais, une question? Ouais, pardon, mais c'est quoi le rapport avec les bovis? Ouais, ça arrive, quand on parlera des poussins. Pardon, les quoi? Ångström continue donc ses recherches qui seront par la suite complétées par Max Planck et Niels Bohr qui viendront expliquer certaines variations dans ses expériences, mais là ça parle de corps noirs, de mécanique quantique, de sauts discrets, de quanta, enfin bref, c'est pas du tout l'objet de cet épisode. Donc on va pas en parler. En 1869, il publie un atlas des longueurs d'onde intitulé « Spectre normal du Soleil, atlas contenant les longueurs d'onde des raies fraunhoferiennes, données en 1/10 de millimètre ». Et là, on en vient au point qui nous intéresse. Les poussins? Non, le fait qu'Ångström introduit une nouvelle unité de longueur. Le 10 de millimètre. C'est un truc tout petit, mais qui est parfait pour les spectroscopistes et les atomistes. Cette unité n'a pas de nom, mais à la fin du 19e siècle, on la baptisera l'Ångström. Pourquoi? Et donc, la longueur d'onde du sodium dont on a parlé, 589 nanomètres, eh ben ça fait 5890 Ångström. Tiens, j'en profite pour vous caler une anecdote. Au moment où Ångström il fait ses expériences, il n'est pas super sûr de sa mesure. C'est-à-dire qu'il a un doute sur la précision de son mètre étalon en cuivre. Donc, il se rend à Paris au Conservatoire impérial des arts et métiers pour comparer son mètre en cuivre avec le mètre étalon officiel. Et parce qu'à l'époque, un truc qui fait 1 mètre, c'était pas sûr en fait. Et en effet, son mètre en cuivre a un défaut de 0,08 mm par mètre. Donc voilà, je pense que vous avez compris, c'était important que ces mesures soient précises, rigoureuses et exactes. En 1927, le Bureau international des poids et mesures donnera comme étalon que la raie rouge du cadmium est égale à 6438,4696 Ångström. On est dans un truc précis. Et en 1960, eh ben, on s'en battra les couilles et on dira simplement que 1 Ångström, c'est 0,1 nanomètre. Point. Voilà.
1 angstrom égale 10 puissance moins 10 mètres. Cependant, et puisque l'angstrom n'est finalement qu'une subdivision du mètre, au même titre que le millimètre ou le micromètre, il ne devient pas une unité officielle du système international. Il découle trop directement du mètre qui en est déjà eu. En parallèle de tout ça, naît en 1871 à Nice, un gars qui s'appelle Justin Antoine Alfred Bovis. Le gars rêve de devenir médecin, mais est forcé d'arrêter ses études à 16 ans pour reprendre la quincaillerie de son père qui vient de mourir. Passionné et curieux, féru d'aviculture, les poussins, pour laquelle il aurait inventé les premiers modèles de couveuses à air chaud, ainsi qu'un hygromètre pour mesurer l'humidité des élevages. En tout cas, d'après la légende. Oui, parce que voilà, ce type de machine, ça existait déjà depuis un bail. On a des traces de couveuses à air chaud en Égypte il y a 4000 ans, avec des fours chauffés à la fiente de chameau. Voilà, c'est-à-dire que déjà il y a 4000 ans, les fermes, ça puait la merde, quoi. Voilà, apparemment, c'est une loi. Ce truc. Bref, peut-être qu'il a effectivement fabriqué une machine innovante et tout, mais sans déposer de brevet ni rien, on n'en a aucune trace, on s'en fout. De toute façon, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse. Non, ce qui nous intéresse, c'est un autre aspect de ces recherches, le sexage des œufs. Si votre truc à vous, c'est élever des poules, bah pour commencer, il vous faut des œufs. Et il faut que ces œufs donnent des poules, et pas des coques. Le problème étant, vous l'aurez compris, que normalement, il faut attendre que l'œuf éclose pour savoir si ce qu'il y avait dedans, c'était une poule ou un coq. Et donc, potentiellement, vous gâchez la moitié de votre stock à l'amener jusqu'à éclosion, alors que vous auriez pu vendre les œufs qui donnent des coques, plutôt que de broyer les poussins inutiles à la naissance. Alfred Bovis en vient donc à s'intéresser à la fréquence vibratoire des êtres vivants pour déterminer le sexe des œufs mis en couveuse. Vous le sentez qu'il commence déjà à y avoir un petit coup de... Bon alors juste, je suis forcé d'admettre un truc, parce que oui, clairement là je vais me moquer, hein, ça c'est... évidemment, on parle du Bovis, bien sûr que je vais me moquer, mais il faut tout de même avoir l'honnêteté de reconnaître que à l'époque, l'idée est pas si insolite que ça. Je veux dire, en quelques années, on a découvert les rayons X, Angstrom a décomposé la lumière, Pierre et Marie Curie ont découvert le radium et le polonium, on a les premières radios et les premières théories sur l'interaction entre matière et rayonnement avec les travaux de Max Planck. Tout ça pour dire, les vibrations des ondes à l'époque, c'est un sujet à la mode, c'est un truc sérieux. Et c'est dans l'air. En plus, en ce début de XXe siècle, le spiritisme est encore quelque chose de commun et d'étudier, notamment par Camille Flammarion, qui défend le spiritisme comme étant une science et qui déclare « Les manifestations obtenues par l'intermédiaire des médiums, comme celle du magnétisme, sont de l'ordre naturel et doivent être sévèrement soumises au contrôle de l'expérience. Il n'y a plus de miracle, nous assistons à l'aurore d'une science inconnue. » Donc il est admis qu'il y a un nouveau domaine, invisible, de choses qui rayonnent et qui vibrent à découvrir et à étudier. Et donc, pour quelle raison ne pas chercher à voir s'il n'y aurait pas de différence de vibration d'onde entre les œufs qui donnent des poules et les œufs qui donnent des coques? Genre, a priori, c'est pas plus con qu'autre chose comme question. Et c'est ainsi qu'Alfred Bovis en vient à la radiesthésie. Du latin radius, qui veut dire rayon, et du grec aesthesis, qui veut dire sensibilité. Et il utilise... comment dire? Vous savez quoi? L'ancêtre de ChatGPT. Hein? Attends, tu vas comprendre. Alfred Bovis part du postulat que les êtres vivants, les cailloux, les arbres, les plantes, le monde, enfin tout, émet des vibrations. Il théorise qu'en étudiant ces vibrations, on doit être en mesure de savoir si quelqu'un est malade, la qualité des semences de maïs ou de blé, le taux d'alcoolémie au réveil de Yann Solo, ou absolument n'importe quoi d'autre. Juste avec ses vibrations. Pour ça, il utilise deux choses. D'abord, un pendule, parce que la radiesthésie, donc évidemment un pendule. Ensuite, une règle de 20 cm, appelée biomètre, graduée de 0 à 100, le 100 correspondant à 6500 angstrom, donc à une couleur rouge-orangée. Et le 0, Alfred Bovis choisit cette longueur d'onde parce qu'il considère que c'est la longueur d'onde la plus longue visible par l'être humain. Juste. Et le 0, alors que c'est faux. Je veux dire, on capte la lumière jusqu'à environ 7800 angstrom. Et après seulement, oui, on passe dans les infrarouges. Ok, d'accord, mais et le 0? Pour faire vos mesures, c'est super simple. Vous vous placez devant le truc que vous voulez analyser. Ou même simplement, vous vous concentrez sur le truc que vous voulez analyser. Et vous faites osciller votre pendule au-dessus de votre biomètre, au-dessus de la règle graduée. Et lorsque le pendule réagit différemment, là, vous avez trouvé la bonne valeur en angstrom du truc que vous étudiez. Et donc, le niveau d'énergie vibratoire
de ce que vous étudiez. Allez, pour que ce soit plus clair, un exemple vite fait. Vous voulez savoir si votre sœur est en bonne santé. Là, vous sortez votre règle graduée, votre pendule, et vous vous posez la question. Quel est le niveau vibratoire de ma sœur? Et si le pendule réagit entre 6500 et 10 000 angstroms, bah ça veut dire qu'elle va bien. C'est en ça que c'est comme ChatGPT. Vous lui posez une question, et selon le contexte qu'il comprend, il vous donne une réponse à la question que vous avez posée. Qui vaut ce qu'elle vaut. Attends, mais comment t'arrives à 10 000 angstroms sur une règle qui est graduée jusqu'à 6500? Eh bien, c'est tout bête, c'est parce qu'il existe une deuxième version du biomètre qui, elle, fait 30 cm. Et donc va jusqu'à 10 000 angstroms. Attends, mais c'est complètement con, parce que ça veut dire que du coup, à 20 cm, on n'est plus à 6500 angstroms, mais à 6666. C'est plus pareil. Alors déjà, s'il y a que ça que tu trouves con, voilà, mais il y a pire, hein. Figure-toi que ces vibrations peuvent aller jusqu'à 2, voire 3 millions d'angstroms. Attends, mais pour mesurer ça, ils ont des règles graduées de 60 mètres? Mais non, ni godouille. Ah, celui-là. Ils sont pas cons non plus. Non, évidemment. Pour atteindre de tels niveaux, il suffit que le radiesthésiste, avant de faire sa mesure, se concentre et se dise « Ma règle ne va plus jusqu'à 10 000 angstroms. Maintenant, elle va jusqu'à 2 millions d'angstroms. Ou 3 millions. » Ouais, voilà, il le dit à sa règle, et le pendule s'adapte tout seul. C'est fou. Juste que je comprenne bien. Angstrom, il se fait chier à prendre des mesures avec une précision de l'ordre du 10 millionième de millimètre, et il se fait bolosser par un punk à chien qui fait pendouiller une boule à thé au-dessus d'une règle d'écolier. Oula, attends, parce que c'est pas fini. Non, putain. Après la mesure vibratoire des énergies vitales, des objets, des animaux, des plantes, etc., Alfred Bovis va s'intéresser au courant vibratoire qui parcourt le monde. Donc voilà, donc il y a un courant qui va du nord vers le sud, de 20 000 angstroms, et évidemment, du coup, du sud vers le nord, un courant contraire, qui va à 20 000 angstroms, mais négatif. Attends, quoi? Une longueur d'onde négative? Et bien sûr, alors ça va de soi, mais ça va mieux en le disant, hein. Oui, parce que sinon, après, les gens vont mettre en commentaire qu'on n'est pas assez rigoureux. Abonnez-vous, hein. Donc, bien sûr, un courant d'est en ouest de 14 625 angstroms mixte. Non, mais là, ça veut juste rien dire, en fait. Et conséquemment, bien sûr, dans l'autre sens, d'ouest en est, un courant de 3250 angstroms négatif. Non, mais c'est même pas équilibré. Je veux dire, mais là, c'est pas un pendule, là, c'est celle de vous avez le droit qui fait l'hélicobite. Vous avez l'image? C'est bon? Vous l'avez? Arrête de te moquer, s'il te plaît. Suffit les sarcasmes. Tu te moques. Es-tu seulement capable, toi, de mesurer les courants vibratoires qui parcourent le monde? Je ne crois pas. Ah, ça, pour critiquer, il y a du monde, hein, c'est sûr, hein, mais quand il s'agit de se sortir les doigts et d'aller penduler la santé d'une chèvre, là, il n'y a plus personne. Heureusement qu'on a Alfred Bovis. Attendez, tu me dégoûtes. Ah ouais? Et le zéro sur la règle? Bovis continuera à utiliser les angstroms dans ses conférences et ses écrits, tout en confondant, volontairement ou pas, je sais pas, longueur d'onde et vibration, mais surtout en profitant du vernis scientifique, si vous voulez. À la fin des années 30, d'autres radiesthésistes officialiseront le terme de Bovis, l'unité Bovis. Mais ce changement-là, c'est vraiment que d'ordre sémantique, hein. Les mauvaises langues diront même que c'est uniquement du marketing. Oui, puisqu'on garde l'équivalence de 1 Bovis égale 1 angstrom. Et c'est seulement à partir des années 60-70 qu'on va commencer à parler de taux vibratoire ou de niveau vibratoire qui correspond à pas grand-chose de précis, en fait, hein. Ouais, parce qu'avant les années 70, c'était précis, peut-être. Et de nos jours, les deux unités, angstrom et Bovis, existent toujours. Mais elles sont fort heureusement décorrélées. L'angstrom reste une unité de référence dans la cristallographie, l'étude des rayons X, la physique de l'atome, tandis que le Bovis est utilisé pour connaître le taux vibratoire d'un chou-fleur, ou trouver le meilleur endroit pour aller planter une éolienne. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si en sortant de chez vous, vous croisez des physiciens qui sont roulés en boule au sol et qui saignent du nez, merci de ne pas marcher dessus et de contacter les équipes médicales à proximité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel... Bon, sérieusement, maintenant, le niveau 0 sur la règle, ça correspond à quelque chose ou pas? On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Tu veux pas dire ou tu sais pas? Pour un nouvel épisode. Et dis, tu veux pas dire. Mais j'en sais rien, voilà, bordel. J'en sais rien. Tu crois quoi? Tu crois qu'un biomètre, c'est livré avec une notice? T'as pas encore compris que ce truc avait ni queue ni tête? On parle d'un machin dont la mesure est décidée par le radiesthésiste qui doit le dire à son bout de bois. Tu comprends bien que ça n'a aucun sens, cette histoire. Oui, mais quand même, je veux dire, même pour eux, ils ont dû... Vas-y, je m'en occupe. Le niveau 0 sur le biomètre,
c'est le taux de flatulence moyen d'une vache normande. Ah bon? D'ici là, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.